Salut à tous, c'est Lénaris. Aujourd'hui, le test de la Honda VFR 800 de 2000. Allez, c'est parti! Si vous êtes un habitué de ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu le test de la VFR 800, mais le modèle de 2014. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un abonné qui m'a prêté l'ancienne version, un modèle de 2000, et c'est d'ailleurs la toute première version de VFR 800. Avant, c'était des VFR 750. Donc chez Honda, les VFR, ce sont des sports GT qui ont la particularité d'être motorisés par des moteurs en 4 cylindres, mais en V, et non pas en ligne comme la plupart des concurrentes. Cette version 800 de 2000 a la particularité d'être la toute première à être motorisée par un 800 cm3 et non plus un 750. C'est également la première à adopter une alimentation par injection et non plus par carburateur. Et en plus, cette version de 2000 a la particularité également d'avoir un catalyseur, ce qui n'était pas le cas sur les précédentes versions. Au niveau du style, cette 800 est, je dirais, très reconnaissable. On voit tout de suite que c'est une Honda de la fin des années 90, début 2000. Elle a un look vraiment tout en rondeur. Et si on regarde dans la gamme Honda de cette époque-là, elle a un petit air de NSR 125 ou de CBR 600F, vraiment avec tous ces aspects ronds. Mais cette VFR 800 se distingue vraiment par le côté un peu massif. Elle est en rondeur, mais elle est large. Elle est vraiment un peu imposante par rapport aux autres motos. Bon, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une moto qui est complètement d'origine. Il n'y a absolument rien qui a été modifié, même l'échappement est d'origine, alors que sur une VFR 800, c'est très souvent quelque chose qui est remplacé, car l'esthétique de celui-ci ne plaisait pas énormément, alors que moi je le trouve tout à fait standard, cet échappement. On voit qu'il est chromé, il va bien avec le look de cette moto, surtout que là elle est en finition grise, donc gris et chrome, ça se marie bien ensemble. Je vous l'ai dit, c'est une sport GT, ce qui veut dire qu'on a une position basculée vers l'avant bien sûr, mais c'est pas extrême comme avec une vraie sportive. Là, on retrouve une position assez similaire à ce que j'ai pu tester sur la CBR 600F, c'est-à-dire qu'on est basculé vers l'avant, mais le guidon est au-dessus du tête de fourche, ce qui fait qu'on n'est pas non plus avec le dos et la nuque complètement pétés. L'autre chose qui choque un peu lorsqu'on monte pour la première fois sur cette moto, c'est la largeur de la selle. Elle est quand même vachement large, la selle. On est très loin d'une sportive moderne où les motos sont très fines. Là, c'est assez large. J'arrive néanmoins à toucher par terre des deux côtés, mais je ne peux pas mettre les deux pieds complètement à plat. Je touche du bout des pieds des deux côtés. Je mesure 1,70 m. C'est pas très gênant, mais il n'aurait pas fallu que la moto ne soit plus haute, sinon j'aurais été un petit peu en difficulté sur cette machine. Bon, actuellement vous le voyez, je suis en ville et ça bouchonne un peu, et là je retrouve un peu un des problèmes sur les VFR, c'est que contrairement à un 4 cylindres en ligne, le 4 cylindres en V manque un peu de souplesse à bas régime. Ça a tendance à cogner un peu lorsque vous descendez vraiment trop bas dans les tours. Et vous voyez, ça me bouscule un peu, comme si j'étais sur une Ducati avec un bicylindre en V quand je suis à très bas régime. La sonorité est vraiment très atypique sur cette moto, parce qu'en fait, quand on roule à faible régime comme ça, l'échappement, je vous l'ai dit, il est d'origine, il fait très peu de bruit. Ce qu'on entend essentiellement, en fait, c'est la transmission. Cette moto a la particularité d'avoir une transmission par cascade de pignons. C'est pas une chaîne, c'est pas une courroie, ce sont des pignons mis en cascade. Ce qui donne à la moto une fiabilité au niveau de la transmission qui est vraiment incomparable, vu que Honda préconise un remplacement de ces pignons au bout de 250 000 km. Donc franchement, la plupart du temps, les motos sont déjà soit parties à la casse parce qu'accidentées, soit revendues des dizaines de fois avant d'arriver à cet entretien. Ah, les petits freinages
Et là, on va parler de l'autre particularité de cette VFR, elle est équipée du CBS. Donc vous connaissez peut-être le CBS parce que j'ai conduit pas mal de motos de chez Honda qui en étaient équipées. Mais cette machine donc a le freinage combiné, CBS. Donc ça, si vous freinez de l'arrière, ça freine un peu de l'avant et inversement. Si vous freinez de l'avant, ça freine un petit peu de l'arrière. Mais c'est un système donc complètement mécanique et il n'est pas couplé à un ABS. Cette moto est vraiment à l'ancienne. C'est uniquement CBS, il n'y a pas d'ABS. Alors en roulant à vitesse légale, hein, l'échappement, clairement on ne l'entend pas. Le seul truc qu'on entend, c'est la distribution du moteur. Il n'y a pas de témoin de rapport engagé sur cette moto, c'est un peu dommage. Allez, petite accélération. Wouhou! Eh ben putain, il a de la longe le moulin. Allez, petit freinage, freine de l'arrière, ça freine pas grand chose. L'avant, bah lui, il freine correctement, heureusement. Je m'arrête ici afin d'essayer le 0 à 100. Donc je vous reprécise les caractéristiques de cette moto. Donc c'est un 4 cylindres en V de 800 cm3 qui produit 106 chevaux. Et la moto est donnée tout plein fait pour 240 kg. Là j'arrive sur la réserve, donc je dois être environ 15 kg de moins. Allez, on est parti. Let's go. Wouhou. Eh ben putain, 0 à 100, il est vite expédié, hein. Petit test de braquage pour le demi-tour. Donc je braque à fond. Là bah on voit que il n'y a pas un angle qui est délirant. J'ai les deux pieds qui touchent par terre, mais uniquement du bout des pieds, vu que le réservoir m'écarte un peu les jambes ainsi que la selle. J'y vais tranquillement, juste pour voir bah, si j'arrive à tourner sur l'espace de la route. Et malheureusement, bah, c'est limite, hein. Ici, c'est très très large. Sur une route normale, je ne pense pas que j'aurais réussi à faire demi-tour en une seule fois. On va retenter le 0 à 100, ce coup-ci je me concentre bien pour savoir quand est-ce que j'arrive à 100 km/h. Et c'est reparti. Alors pour le coup sur cette moto le CBS on le sent pas vraiment, hein. On le sent un tout petit peu quand on essaie de freiner uniquement de l'arrière. On sent bien qu'il y a l'avant qui freine un tout petit peu, mais on me l'aurait pas dit. Je pense que je l'aurais pas détecté tout seul, hein. Alors la moto est assez standard sur son comportement lors des mises sur l'angle. Elle n'est pas ultra vive, hein. Elle n'est pas non plus très lourde, c'est juste standard, hein. Au niveau de la taille des pneus, c'est une fois de plus très très classique. Vous avez un 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Cette moto a vraiment des aspects très très en fait contemporains, hein. Bon, elle est de 2000, mais si vous comparez avec les caractéristiques de la version 2019 de la VFR 800, bah vous apercevez que la VFR 800, la nouvelle, elle fait le même poids, exactement la même puissance, elle a les mêmes tailles de pneus. Donc franchement, il n'y a pas de grosse révolution au fil des années sur cette VFR. Ah, elle aime vraiment pas être en dessous de 3000 tours, hein, ce moteur, hein. Moi qui aime bien rester dans des rapports assez élevés et cruiser, là c'est pas possible, hein. Ça vous dit, bouge-toi le cul mon gars, avance plus vite que ça. Au niveau des commodos, c'est la même chose que sur n'importe quelle japonaise depuis 25 ans. On n'a pas de feu de détresse, ça c'est vraiment dommage. Les leviers de frein et d'embrayage sont réglables en écartement, ça c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, l'embrayage est hydraulique et non pas à câble comme souvent sur ce genre de moto. Ça c'est un petit peu plus haut de gamme. Ouais, le seuil en fait où le moteur devient sympa, c'est 3000 tours. En dessous de 3000 tours, il aime pas reprendre. Et ça se sent tout de suite, hein. Là, vous voyez, je suis à 2500. J'essaie de reprendre, il broute, alors que j'ai essayé à 3000 2 secondes avant et ça allait sans problème. Au niveau du style, hein, je vous l'ai dit, cette moto est parfaitement d'origine, donc on retrouve les gros clignotants d'origine.
orange qui sortent un petit peu de la carrosserie à l'avant et qui sont intégrés dans la boucle arrière. Bon, c'est le design de l'époque, mais je trouve que s'il y a bien un aspect esthétique sur cette moto que j'aime pas, c'est les clignotants. On pourrait se demander aussi, est-ce que la bulle est d'origine vu qu'elle est fumée? J'ai demandé au propriétaire et il m'a dit qu'il s'était renseigné et que oui, c'est bien un modèle d'origine qui était fumé dès la livraison de la moto. D'ailleurs, cette bulle est tellement basse que quand on roule normalement, bah, ça sert pas à grand chose. Faut vraiment se pencher pour que c'est une utilité. Je sais pas si vous l'entendez, hein, mais en permanence on entend les pignons. Ça fait un bruit vraiment très bizarre, hein. J'ai jamais entendu ça sur aucune autre moto. Et c'est uniquement quand on commence à accélérer fort et à dépasser les 4-5 000 tours que là le bruit de l'échappement commence à être supérieur au bruit du moteur. Au niveau du tableau de bord, on a deux gros cadrans à aiguilles. On a le contour à fond blanc qui se détache vraiment du reste, c'est très lisible. La vitesse à fond noir, c'est un petit peu plus difficile à lire, mais ça reste pas mal. Et on a aussi tout un bloc à cristaux liquides qui vous indique l'heure, la contenance de votre réservoir. Vous pouvez avoir la température du liquide d'enfroidissement ainsi que la température extérieure, trip A, trip B et bien sûr le totalisateur, savoir combien de kilomètres a votre moto. Petit dodane, on va le prendre à 30 km/h. Les suspensions sont un peu fermes, mais c'est pas très désagréable. Au final, ce qui peut être gênant, c'est la forme du réservoir qui a tendance clairement à me taper la bite. Ouais. Bon, les suspensions, sinon, ça a l'air d'être quand même du bon matos. À l'avant, elles sont réglables. À l'arrière, par contre, la suspension est complètement dissimulée derrière les carénages. J'ai pas réussi à voir s'il y avait des réglages pour celui-ci. Ils nous disent que c'est une GT, mais c'est plus une sportive qu'une GT, hein. La moto, elle vous incite à faire le con, à monter dans les tours, à la balancer dans les virages. Par contre, lorsque j'accélère fort, j'ai l'impression, j'ai une sensation bizarre, un peu comme si que l'avant et l'arrière se désaxaient. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui provoque ça. La machine n'est pas vraiment légère, hein, 240 kg tout plein fait, mais ça se ressent pas vraiment, ça va quoi. Allez, petit axel. Le problème avec cette moto, c'est qu'une petite axel, ça vous fait tout de suite aller bien trop vite. Ouais, j'ai une sensation bizarre, je sais pas si c'est le pneu arrière qui fait cette sensation. Ouais, au niveau de l'accélération, c'est vraiment sympa quand on commence à être dans les tours. J'ai l'impression d'avoir plus de performance qu'avec la FZ8S que j'ai testée il y a quelques jours ici, alors qu'elles ont la même cylindrée et exactement la même puissance sur la fiche technique. Elle est vraiment facile cette moto, faut juste prendre ses marques avec et au bout de quelques minutes on fait plus du tout attention au poids. Allez, autoroute. L'accélération, putain. Regardez, j'accélère à fond, ça part tout seul. Eh ben les mecs, franchement, une fois de plus, ceux qui disent qu'un VFR c'est fait pour tailler de la route, que c'est une sport GT et tout, bah je suis désolé, mais non. C'est juste une putain de machine pour faire le con. Quand on est sur l'autoroute avec ça, il n'y a pas moyen de rester stabilisé. On n'a qu'une envie, c'est de claquer deux rapports en dessous et de partir comme une balle. Donc actuellement la moto, vous la voyez en configuration, on dira monoplace parce qu'il y a un capot de selle à l'arrière. Mais sachez qu'elle était vendue bien sûr en version biplace, avec en plus des poignées pour que le passager à l'arrière puisse facilement se tenir. Tout ça est dissimulé derrière le capot de selle. Bon, cette moto, hein, contrairement à la génération qui est arrivée juste après, n'a pas le VTEC. Le VTEC qui permet d'avoir, on dira, plus de couple à bas régime et un comportement plus sport à haut régime. Là, j'ai l'impression en fait que le comportement sport, on l'a en permanence.
voilà, vous n'avez pas le petit VTEC qui vous fait tourner le moteur uniquement sur 2 soupapes par cylindre. Là vous avez les 4 soupapes en permanence et ça essaie d'envoyer tout le temps. Ce qui peut peut-être aussi expliquer la consommation qui, selon le propriétaire, est quand même assez élevée, vu qu'il me dit que en tournant on va dire normalement fort elle est dans les 8 litres. Alors j'ai oublié de vous parler des 2 rétroviseurs qui sont d'origine bien sûr et qui sont pris sur le carénage avant. Ils ont une largeur qui est tout à fait acceptable et donc je vois parfaitement bien ce qui se passe derrière. En plus ils ne vibrent que assez peu, donc aucun problème. Bon, après on voit quand même que c'est pas une très grosse cylindrée. Là si je roule à 90 et que j'essaye de réaccélérer fort, vous voyez là je suis à 4000 tours en 6e, j'accélère à fond, bah forcément ça part, hein, mais c'est lent. Si vous voulez avoir de la patate, il faut descendre de 2 rapports, monter dans les tours, et là, ça va marcher. Ça va marcher vraiment très bien. Alors pour faire de nouveau un parallèle avec la FZ8S que j'ai testée il y a quelques jours, la FZ8 avait le problème d'avoir de grosses remontées de chaleur le long du cadre. Et bien celle-ci, alors que le système de refroidissement fait que les radiateurs sont sur les côtés, et ben on a de la chaleur mais nettement moins que sur la FZ8. Donc faut vraiment croire que la FZ8 ils avaient merdé au niveau des échanges thermiques. Donc la FZ8 par contre je trouve qu'elle est nettement plus stable et nettement plus en fait elle vous met en confiance quand vous roulez à haute vitesse. Celle-ci je sais pas s'il y a un problème, mais même impression que tout à l'heure quand j'étais dans l'enfilade de virage, j'ai l'impression que quand je veux vraiment faire le con, je saurais pas expliquer, mais j'ai une sensation bizarre, comme si que les roues avant et arrière étaient plus dans le même axe. C'est très étrange, j'arrive pas à expliquer. Les amis, il est temps de conclure pour cette VFR 800 injection de 2000. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est clairement plus une sportive qu'une véritable GT, hein. Même si la position est un peu surélevée, je dirais qu'au final ça en fait un peu une sportive plus facile, mais ça reste vachement sport, surtout dans le comportement du moteur, hein. Ça vous incite à faire le con en permanence, hein. C'est une moto qui veut aller vite. Alors je le reprécise pour ceux qui n'auraient pas compris les règles du A2, hein, mais elle fait 106 chevaux, ce qui veut dire qu'elle n'est pas du tout bridable. Maintenant, d'occasion, c'est une machine qui est réputée pour sa très grande fiabilité. Et d'occasion, ça ne vaut pas si cher que ça. Un modèle comme celui-ci de 2000 se négocie entre 3 et 4000 euros, en fonction de l'état, bien sûr. Alors qu'un modèle neuf, parce que la VFR 800 est toujours vendue en 2019, c'est 13 000 euros. Franchement, même si je me doute bien qu'avec un modèle récent, vous aurez certainement plus d'équipement et quelques babioles, je me vois mal mettre 10 000 euros de plus pour quasiment les mêmes prestations. Donc si vous êtes intéressé par une VFR, et si le VTEC n'est pas forcément primordial pour vous, eh ben celle-ci elle est très bien, elle est à injection, elle a le CBS, elle n'a pas l'ABS, mais le CBS c'est déjà quand même bien rassurant dans certaines phases. Donc au final il n'y a pas grand chose à lui reprocher à cette moto, peut-être un caractère en fait trop sportif. Pour une machine qui se veut polyvalente, c'est peut-être un peu trop sport. Et pour revenir aussi sur l'aspect qu'elle n'est pas si pratique que ça, hein, pour une soi-disant GT, eh bien si vous regardez les emplacements qui sont sous la selle, c'est quand même assez petit, contrairement à ce que le design extérieur vous laisse suggérer. Quand vous enlevez la selle passager, en dessous vous pouvez mettre un gilet, 2-3 bricoles et c'est marre. Donc pareil, c'est pas représentatif d'une machine vraiment polyvalente. Si vous avez des questions concernant cette VFR 800 de 2000, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez possédé cette moto ou si vous la possédez encore, que ce soit celle-ci ou les versions d'après, donnez-nous votre avis, quels sont pour vous les points forts et les inconvénients de cette machine. Je remercie encore l'abonné qui a fait le déplacement jusqu'ici pour me la prêter, c'était vraiment super sympa de sa part.
Et je vous reprécise que tous les tests que j'organise sur ma chaîne, que ce soit moto ou voiture, sont toujours en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous souhaitez que la chaîne avance, pensez à me proposer vos véhicules. Tous les moyens de me contacter sont dans la description. Moi je me trouve en Normandie, dans la région de Rouen. Forcément, plus vous serez proche de chez moi, plus ce sera facile à organiser. Mais maintenant, grâce aux tipeurs et aux utipeurs qui me soutiennent financièrement, je n'hésite pas à me déplacer lorsque l'on me propose un véhicule un peu loin de chez moi qui est réellement exceptionnel. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent. Donc j'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à le partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Ve à tous!